On refait le Mac, le podcast chaque semaine ou presque. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com, mais également sur la plupart des sites de partage de vidéos. Sur le CD-ROM du magazine iCreate. À ce sujet, un petit coucou aux nouveaux de la famille iCreate. C'est un hors-série dédié exclusivement à l'iPod, à l'iPhone et à l'iPad. Bienvenue, mais également sur l'application, vous le retrouvez sur l'application iPhone, on refait les Mac, on aimerait bien qu'Apple la remette sur iTunes un jour, si vous nous écoutez les gens d'Apple, pensez à nous. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad, tout de suite, c'est le sommaire. Cette semaine, on refait le Mac revient sur les annonces de l'IFA. Le salon high-tech de Berlin fut l'occasion pour les principaux concurrents d'Apple de faire étalage de leurs forces. Samsung a ainsi multiplié les annonces avec notamment le Galaxy Note. Y a-t-il un marché pour un appareil à mi-chemin entre un smartphone et une tablette? Pourquoi la firme de Cupertino se contente-t-elle de répondre sur le terrain judiciaire? Que penser de l'annonce supposée d'une nouvelle perte d'un prototype d'iPhone dans un bar à San Francisco? Débat, sans oublier en fin d'émission vos questions Twitter et nos coups de cœur. On refait le Mac, épisode 71, IFA dans l'ombre d'Apple. Avec nous cette semaine, autour de cette mosaïque, de cette table numérique, Rodrigo Sepulveda Schulz, investisseur, podcasteur, entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Bonjour à tous. Au centre, vous le reconnaissez également, c'est Julien Lget, le rédacteur en chef du site clubic.com, qui a la gentillesse de nous accueillir tous les 15 jours. Ça va bien, Julien ? Tout va très bien, et toi Olivier? Eh bien oui, ça va bien. Du coup, là, comme tu es dans le podcast, tu vas être obligé de diffuser celui-là. J'ai pas le choix. Je plaisante naturellement. Et dernier invité qui revient tout juste de vacances, car c'est la rentrée et que les enfants ils peuvent pas aller en Grèce. C'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Ça va bien, Monsieur X? Reposé? À reposer, mais fraîchement arrivé, je serais bien resté un petit peu plus longtemps. Malgré le fait que je n'ai pas emmené mon MacBook Pro pendant mes vacances, ce qui était un petit exploit pour moi. Oui, c'est une première, hein, parce qu'en termes de geek, le garçon... C'est moi où j'ai quand même pu passer quelques tweets pendant les vacances. Avec l'iPhone, sur un hotspot grec, et je vous garantis que c'est pas terrible. Mais je pense qu'ils n'ont pas passé... ou ils n'ont pas payé, en tous les cas, là, suffisamment leur facture récemment, donc... Voilà. Oui. Les gros tuyaux, ça marche pas terrible en Grèce. Alors messieurs, on va parler de ce qui a fait l'actualité tout au long de cette semaine, la semaine dernière. C'était l'IFA, le plus grand salon européen dédié aux nouvelles technologies. Il y avait deux tendances fortes évidemment lors de ce salon, notamment du côté des smartphones et des tablettes. Et l'un qui a montré les biscottos, l'un qui a fait vraiment forte impression lors de ce salon, c'est Samsung, l'un des principaux concurrents d'Apple, avec le Galaxy Note. Alors, c'est quoi le Galaxy Note? C'est une sorte de super smartphone un peu plus grand avec un écran de 5,3 pouces. Il y aurait donc, selon Samsung, un marché entre l'iPhone et l'iPad, entre le Galaxy S2 et la Galaxy Tab. Messieurs, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, on va commencer par le spécialiste du secteur, à savoir Julien de Clubic. Julien. Ah, c'est sur moi que ça tombe. Bah oui. Déjà, on peut remercier Samsung comme à chaque fois puisqu'ils ont assuré le show. Hein, ouais. Puisqu'à chaque salon, à peu près, les nouveautés Samsung, c'est des brouettes entières de nouveaux produits. Pour ce qui concerne le Galaxy Note, je suis personnellement assez sceptique sur le produit. Le stylet sur un écran tactile, je suis pas super convaincu. La reconnaissance d'écriture, je pense qu'effectivement ça a déjà été essayé par le passé, que ce soit sur le Newton, sur les magnifiques Pocket PC en leur temps, ou plus récemment sur d'autres dispositifs qu'on citera pas. Je pensais parallèlement à Palm. Je suis pas convaincu, pas plus que le form factor. Ça me fait penser à un Strike de nos amis de Dell. Je sais pas si l'un d'entre vous a déjà eu un Strike entre les mains. J'ai pas eu cette chance personnellement. C'est curieux, et l'entre-deux entre le smartphone et la tablette, j'avoue que personnellement c'est pas du tout un form factor qui me convient. Après, la réalisation, comme toujours chez Samsung, elle a excellemment bien maîtrisé, parce que même pour un mock-up qu'on voit sur un salon, il est extrêmement convaincant. C'est plus qu'un mock-up, donc de ce côté-là,
Oui, enfin un prototype. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, est-ce qu'il trouvera son marché? J'en suis nettement moins convaincu. Bien. Rodrigo, toi qui fais partie comme moi des vieux grognards du domaine, tu en as pensé quoi? Ça fait des années que les constructeurs essayent d'installer le stylet et la reconnaissance de caractère scriptive. Tu y crois de ton côté? Et puis surtout, tu crois qu'Apple va les suivre dans ce domaine? Alors, réponse en 2 niveaux. Il y a des catégories de consommateurs, des segments qui utilisent le stylet, clairement. Je me souviens encore d'avoir été à Pékin en fin 2004 et je voyais des gens écrire avec un stylet sur des caractères chinois, sur leur téléphone portable, leur smartphone, et ils allaient super vite. Et j'imagine que ça va plus vite d'écrire avec un stylet les caractères chinois que de les taper avec leur clavier. Mais je parle en ignorant. C'est un constructeur asiatique, donc ça peut-être ça correspond. Oui, c'était un téléphone, je sais pas, Sharp ou un truc comme ça. Mais ils écrivaient avec un stylet et ils étaient très à l'aise avec ça. Deuxième chose, moi je vois mon fils qui a 10 ans, il est extrêmement à l'aise avec son stylet sur sa Nintendo DS et il joue tout le temps avec. Donc il y a des segments de gens pour qui ça fait sens d'avoir un stylet. Alors maintenant, personnellement, non, moi je n'utiliserai pas un stylet pour un ordinateur portable ou une tablette. Déjà j'ai du mal à écrire avec un crayon sur du papier. J'ai depuis quelques années une calligraphie très 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 douteuse. Je ne sais taper qu'avec un clavier virtuel ou mécanique. Monsieur X, penses-tu qu'Apple va les suivre? On sait que Samsung a jeté un joli pavé dans la mare avec le S2, qui est devenu le form factor du marché. Jusqu'à maintenant, le form factor, c'était plutôt l'iPhone avec un écran 3,5 pouces. Aujourd'hui, on sent bien en tout cas pour les smartphones premium, il y a une volonté de faire des écrans plus grands. Est-ce que tu penses qu'Apple va les suivre dans ce domaine, Monsieur X? Alors sur la partie stylet, je sais pas, je pense pas, parce que Apple va pas faire machine arrière après que Steve ait annoncé que la main était l'outil de contrôle de son ordinateur, en tous les cas de son smartphone ultime. Donc je le vois pas faire machine arrière. Et puis maintenant, il n'y a plus vraiment d'application sur iOS qui nécessitera un contrôle par un stylet en tous les cas. Certaines applications, par exemple comme le dessin ou la reconnaissance d'écriture, ils ont des substituts sur iOS, donc je ne les vois pas réintroduire un stylet. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, Samsung avec son stylet ne va pas réussir à vendre de ses produits, parce qu'effectivement, une fois de plus, sur le dessin, la reconnaissance d'écriture, les jeux, Rodrigo le citait avec la Nintendo DS, on peut avoir d'autres applications qui vont faire le bonheur des gens. Là, moi, je suis plus... donc, il y a, à mon avis, de la place pour tout le monde. Mais Wacom, par exemple, fait des accessoires pour PC et Mac. Ouais. Très, très bien, justement, pour les infographies, pour les gens qui travaillent la photo et le dessin. Et puis, on peut acheter un stylet pour son iPhone. Ça existe. Alors, voilà, ça comble certainement une lacune qui sont les logiciels peut-être de dessin, y compris sur l'iPad, parce que des fois on a besoin de précision. Mais hormis cette petite niche, je vois pas Apple suivre Samsung. Sur le facteur de forme, là, je suis un peu perdu. Moi, je crois que Samsung tire un peu tous azimuts, mais c'est une fois de plus les clients qui vont choisir. Et les clients, ils vont choisir avec quoi? La taille de leur poche. Et moi, le matin, déjà, c'est la guerre, quoi. J'ai 2 trousseaux de clés, un smartphone, j'ai plein de défauts, donc je fume, j'ai un paquet de cigarettes, un briquet, mais oui, 2 paires de lunettes. Voilà. J'ai 2 paires de lunettes, donc je cherche de la place. Et le 5... ça dans ta poche, le coupe-cigare. Ouais, pas mal. Et la 5.3 de Samsung, la Galaxy Note, je sais pas où la mettre. Mesurer quand tu marches. Important. Donc je sais pas où la mettre. Voilà, et je pense que c'est ça qui est rédhibitoire. Malgré tout, le produit, moi je l'ai pas vu, mais j'ai regardé ses démonstrations. À titre perso, il m'a beaucoup séduit. Voilà. Mais l'objet m'a beaucoup séduit, mais je ne vois pas trouver la place, non pas en termes d'usage, mais dans ma poche. J'ai déjà trop de trucs. Donc moi, je suis vraiment téléphone, et puis à l'autre bout. Laptop, peut-être un jour tablette. Maintenant, la stratégie de Samsung, c'est de tirer tous azimuts pour essayer, in fine, d'affiner les usages et puis de faire du volume en accumulant le nombre de produits, je pense. Alors, en clair de stratégie, vous serez d'accord sur le fait, et tu pourras reprendre ce que tu voulais dire, Julien, alors qu'Apple essaie de limiter la sortie des produits, c'est la marque de fabrique de Tim Cook notamment, tu es bien passé pour le savoir, Monsieur X. Alors, on voit avec Samsung, ils font feu de tout bois, ils sortent 3 modèles, 3 tailles différentes de tablettes. Il y a une nouvelle tablette qui est arrivée, on n'en a pas parlé, c'est une Galaxy Tab 7 pouces.7. Alors qu'il y a mais ils auront le droit de la vendre ?
On va en parler dans un instant. Mais voilà, d'un côté, on brouille les cartes, hein, on brouille le jeu, on multiplie les sorties, de l'autre, on essaie de rationner au maximum. Est-ce que vous pensez que ça peut être une stratégie gagnante? Et après, si vous avez votre avis là-dessus. Mais effectivement, la stratégie de Samsung, c'est de tout essayer. Donc de toute façon, en essayant tout, il y a forcément quelque chose dans la panoplie qui va marcher. Ouais. Et c'est exactement l'inverse de la stratégie d'Apple. Alors on peut dire que c'est le visionnaire Steve Jobs ou c'est le côté dictatorial de Steve Jobs, je sais pas. Mais effectivement, chez Apple, il y a vraisemblablement des masses de prototypes qui sont faits en interne. Il y en a très peu qui sont commercialisés et qui voient le jour. Il y a une sélection qui est extrêmement rigoureuse. Et si chez Apple, effectivement, l'un des top exécutifs le sent pas, ça sort pas. Chez Samsung, on s'essaye à tout. On fait du Android, on fait du Windows Phone, on fait du Chrome OS, on fait et on décline à l'infini. Donc oui, la stratégie de Samsung, de toute façon, à force, elle fonctionnera. Et ils occupent le terrain. Ils occupent le terrain parce que aujourd'hui, il y a 25 références de smartphones Samsung et je suis peut-être en dessous de la réalité dans n'importe quelle boutique de téléphonie mobile. Et il y a un seul iPhone. En tout cas, du côté d'Apple, c'est le silence radio total. Et c'est plus qu'on semble, Apple répond à Samsung uniquement sur le terrain judiciaire. On en est où concrètement? Tu peux rappeler un petit peu les faits, Julien, toi qui as couvert ça au quotidien dans Clubic? Eh bien donc, oui, les faits sont pas à la gloire d'Apple, malgré tout. Ça, c'est mon observation personnelle. Et les faits, c'est qu'Apple a déposé un brevet qui consiste à breveter finalement le form factor d'une tablette. Donc au final, on se retrouve avec un Apple qui a dit qu'une tablette, ça doit être un espèce de rectangle avec un écran et un bouton central. Et ils attaquent Samsung pour violation de brevet un petit peu partout en Europe et dans le monde sur le segment de la tablette. Parce qu'après, il y a effectivement l'autre problème sur les smartphones, c'est encore un autre sujet. Donc dans certaines juridictions, le brevet est effectivement contesté et donc il y a plusieurs cas de blocage de la vente de la tablette de Samsung dans divers pays européens. C'est les faits. Il y a une interdiction entre guillemets de vendre la tablette. Il faut quoi? Il faut changer le design de la Galaxy Tab? Et pourquoi la Samsung et pas les autres? C'est pas à moi de répondre à cette question. Tu m'as un peu pris de court sur le rappel des faits. Moi, ce que je peux, plutôt qu'un rappel des faits super précis, moi, ce que je peux te donner, c'est mon avis, mon sentiment. On peut pas. Apple avait essayé de breveter les icônes en 85, 86, je ne sais plus. Quelqu'un me corrigera sur les dates. Ça n'a pas marché. On peut pas breveter le format d'une tablette, on peut pas breveter le fait qu'un téléphone c'est un rectangle de 10 par 3 cm, je sais pas, c'est pas possible. Apple a rien à y gagner là-dedans. Effectivement, il y a mon sentiment, ou ma perception, c'est qu'effectivement, il y a des copies ou s'approchant de copies quand même chez Samsung. On sent bien que l'inspiration sur certains produits Samsung est quand même très, très orienté Apple. Il fallait qu'ils réagissent. Mais alors déjà, pourquoi réagir aussi tard? Parce que c'est quand même plus d'un an après pour certains produits. Mais s'arroger le droit finalement de dire que la tablette c'est un rectangle et que il n'y a que l'iPad et rien d'autre, je suis pas sûr que sur le long terme ça redore ou ça contribue à dorer l'image d'Apple. Rodrigo, c'est assez commun dans le milieu de la high-tech en général, ce genre de dépôt de brevets, on brevette tout. Est-ce qu'on peut tout, selon toi, breveter? Et quelque part, est-ce que c'est pas une stratégie? Apple le sait bien qu'ils peuvent pas tout breveter, quelque part c'est juste pour ralentir l'essor peut-être d'un Samsung aujourd'hui. Alors, c'est pas si simple, on ne peut pas tout breveter partout dans le monde. En Europe, par exemple, on ne peut pas breveter le logiciel, alors qu'aux États-Unis, on peut. Concrètement, ça veut dire qu'on ne peut pas exploiter une copie en Europe, qu'on ne peut pas exploiter une copie logicielle aux États-Unis, mais qu'on pourrait l'exploiter en Europe parce que si elle était d'une boîte européenne. C'est une bataille qui ne bénéficie que les grands, parce que souvent les procès mettent 5 à 7 ans, parfois plus. Donc une start-up qui jouerait à breveter son innovation a tout à perdre parce que le grand va la laminer avant de pouvoir gagner son procès. Néanmoins, il faut protéger son investissement, ses efforts en R&D. On peut parfois gagner un petit peu d'argent là-dessus. Il y a des cas très célèbres de boîtes qui ont acheté par exemple
des licences Unix, SCO Unix à l'époque. Là-dessus, on dit par exemple que le rachat très récent de Motorola par Google, c'est en particulier pour récupérer le portefeuille de brevets en téléphonie mobile qu'il y a chez Motorola. Mais pour le particulier, ça ne change pas grand-chose. Une tablette qui a été retirée de l'IFA, finalement le consommateur ne la verra pas, elle ne sera pas lancée, voilà quoi, ça ne change pas grand-chose. Monsieur X avait vécu l'équivalent du temps où tu étais chez Apple, où on regardait beaucoup la concurrence et qu'on leur sautait dessus quand on considérait qu'il y avait un plagiat. Et au-delà, même question qu'avec Rodrigo, peut-on tout profiter? On sait qu'Apple avait essayé de breveter le pinch, notamment, le fait d'utiliser ses doigts sur l'écran de l'iPhone, qui est quand même un geste de base, qui est quand même assez compliqué à ne pas utiliser lorsqu'on veut utiliser un smartphone aujourd'hui. Ouais, alors bon, chez Apple, moi chez d'autres aussi, la gestion des brevets ou de la propriété intellectuelle, elle est faite de deux manières. Il y a d'abord, au niveau du développement, c'est ce qu'évoquait Rodrigo, la stratégie chez Apple, c'est une stratégie qui est appelée du minage. On va faire un produit, l'iPod, et on ne va pas déposer un brevet sur un procédé particulier, mais on va déposer un brevet principal et essayer de décliner ce brevet en déposant 30, 40, 50, 100 brevets connexes sur des fonctions supplémentaires. Donc on fait un espèce de champ de mine, d'où le terme minage, parce qu'on pense que ce produit est extrêmement important. Et ensuite vient une deuxième phase qui est la surveillance. Et si qui que ce soit dans la concurrence sort un produit et commence à faire des ventes, on regarde le produit de la concurrence à l'aube de cette centaine de brevets qui a été sorti. Et au moindre doute, on va mettre un procès. Pas pour obtenir une interdiction, c'est extrêmement rare, mais en tous les cas, ralentir. C'est-à-dire qu'il y a du sursoir à commercialiser ce qui se passe sur les produits de Samsung. Donc, minage en développement, et ensuite attaque sur les produits cibles. Et Apple y passe beaucoup d'argent, donc c'est vraiment en même temps une arme technologique et une arme commerciale. Donc, deux commentaires supplémentaires. Oui, parfois, on brevette un petit peu n'importe quoi. En particulier, Amazon a breveté le fait de pouvoir acheter n'importe quel article sur ces magasins en ligne sur un clic. Je clique pour acheter, c'est breveté. Donc voilà, des exemples comme ça, il y en a plein, de choses qui semblent assez aberrantes et qui pourtant peuvent se breveter. Et on peut breveter un procédé, pas une idée comme disait Julien en effet, mais un procédé, une manière de faire, ça c'est tout à fait brevetable. La deuxième chose, expérience personnelle, moi j'avais une boîte à l'époque qui s'appelait VPod TV, qui était un acronyme de VOD avec un jeu de mots sur P. C'était Video Publishing on Demand, qu'on a essayé de déposer la marque VPod TV, donc graphiquement qui n'a rien à voir avec Apple, avec un logo qui n'avait rien à voir avec Apple, sur un secteur qui à l'époque n'avait rien à voir avec Apple, parce qu'il ne faisait pas de vidéo, l'iPod vidéo n'était pas sorti. On a reçu très très vite, une lettre des avocats d'Apple en disant ouais, c'est nos avocats qui l'ont reçu, qui objectaient au dépôt de la marque à l'OMPI à Genève, pour parasitage commercial. C'est-à-dire qu'on, soi-disant, on essayait d'exploiter la notoriété d'Apple pour notre propre marque et que la mauvaise qualité, écrit comme ça, de nos produits pouvait nuire à Apple. Et ce qui est drôle, c'est qu'on l'a déposé en noir et en blanc, le logo, et on a reçu la lettre pour le premier, et la deuxième, moi quand j'ai vendu mes parts de la boîte, on n'avait toujours pas reçu, 3-4 ans après. Je te rassure, ils ont fait le coup aussi, on refait le Mac, c'est du parasitage de marque selon les avocats d'Apple. Mais bon, passons. Mais c'est beaucoup plus proche que tu parles d'Apple, tu vois. Nous on faisait autre chose, c'était Video Publishing on Demand, ça n'a rien à voir avec... tu le sais bien, on ne fait pas ça pour gagner de l'argent. On n'est pas une marque commerciale, quoi. Tu le sais bien. Mais bon, on va pas parler de... Il ne laisse rien passer, enfin Monsieur X nous le dira, il ne laisse absolument rien passer. Non. Et surtout, ils ont essayé de déposer le fait que enfin nous, ils nous disaient que Pod appartenait à Apple, ce qui a été débouté en justice beaucoup plus tard par quelqu'un d'autre. Mais il disait que la petite initiale qu'on pouvait mettre avant, que nous on ne mettait pas, tout était en initiale, appartenait à Apple. Donc iPad, iMac, iMachin, qui a aussi été, me semble-t-il, débouté. Et ça vous interpelle pas qu'il ait fallu quand même plus d'1 an aux avocats d'Apple pour réagir ?
Ça montre bien ce que disait Monsieur X. Non, c'était moins d'un an pour nous. De freiner l'expansion d'un concurrent au moment où ils sont prêts. Parce qu'il y a un an, bien sûr, mais c'était quand même assez flagrant sur les différents sur les différents brevets ou en tout cas revendications qu'il y avait effectivement une présomption de copie du côté de chez Samsung. Enfin, on regarde les premiers Galaxy, on les met à côté d'un iPhone. Notamment, quand même, plus l'interface que le design de la machine, quoi. Plus l'interface. Mais là, c'est plus du côté d'Android qu'il faut aller voir que du côté de Samsung. Mais bon. Peut-être. Enfin, du côté de Google, en clair, mais le meilleur ennemi d'Apple. On va essayer d'aborder des thèmes un peu plus légers, parce qu'on a eu de quoi sourire la semaine dernière, malgré qu'au sein d'Apple, en ce moment, ce ne soit pas vraiment très gai. Notamment, une nouvelle mésaventure. Il semblerait qu'un prototype d'iPhone, on ne sait pas encore lequel, ait disparu dans un bar, un peu comme l'iPhone 4 l'année dernière. Monsieur X, comment 2 fois d'affilée, une chose pareille peut arriver au sein d'Apple? Comment une machine aussi stratégique, on sait que peu de choses ont transpiré au jour d'aujourd'hui sur le design possible final du ou des prochains iPhones, comment une chose peut arriver vraiment? Non, normalement, ça ne peut pas arriver chez Apple. Les gens qui développent le produit ont accès au produit, et c'est tout. Plus le staff d'Apple. Quand je dis le staff, c'est vraiment le cercle restreint, c'est-à-dire Steve et vraiment les 10 personnes avec qui il travaillait directement. Donc l'équipe projet et puis les patrons. Voilà. Quand un produit a besoin d'aller au-delà de cette équipe, par exemple pour faire des tests de fabrication, des tests d'intégration, que sais-je encore, dès que c'est possible, le produit est enchâssé dans une boîte. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fameux iPod qui était le premier iPod Nano, qui était un petit bâton blanc. Quand il était arrivé très fin, très fin, comme une clé USB. Quand il était arrivé en Europe pour être testé, par exemple, avec une version française d'iTunes... l'iPod Shuffle. L'iPod Shuffle, pardon, excuse-moi. On ne voyait pas le produit. C'était une grosse boîte en carton, comme une boîte à chaussures. Et puis, il y avait un connecteur USB qui sortait de la boîte à un bout. Et on connectait ça. Mais les tests qui ont été faits, le produit n'était pas visible. Ça, en interne de chez Apple. Donc, si quelqu'un, pour la 2e fois, perd un iPhone... c'est qu'il fait partie de la liste des gens qui ont le droit de tester le produit en connaissant l'apparence, et qu'il l'a oublié et que cette personne-là a fait une faute. C'est absolument pas voulu par Apple. La preuve en est qu'ils ont posté 2 annonces pour embaucher 2 managers de sécurité supplémentaires. C'est simplement peut-être que les enjeux sont devenus tellement énormes chez Apple, il y a tellement de choses à tester, à vérifier, qu'il y a... trop de personnes, alors peut-être 30 ou 40 ou 50 qui ont accès aux nouveaux produits plutôt que 10 dans le passé. Et dans ce panel de 50 personnes, il y a eu, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas fait attention. Maintenant, il faut rester à prouver qu'il y a bien eu une fuite parce que les photos ne sont pas concluantes à ce que j'en sache. Ouais. Rodrigo, tu avais déjà eu toi également une expérience de présentation de produits avant même sa sortie. C'était l'iPhone avec le système de développement des applications, c'est ça? Pas du tout, c'est pas moi, c'est un de mes camarades de jeu sur le marché. Ils avaient fait les 2 premières applications pour iPad en France, donc suivez mon regard. Et ils allaient effectivement tester leur appli chez Apple à Iéna. Avant la sortie donc, du produit. Avant la sortie, et pas beaucoup d'ailleurs, pas beaucoup de temps avant la sortie, je crois que c'était 3-4 semaines. L'iPad était vissé dans une boîte, on ne pouvait pas le tenir. C'était une pièce, me disait-il, très sombre ou noire, il n'y avait pas de fenêtre. Voilà. Donc il ne pouvait même pas tester le fait de tourner l'iPad à l'époque. C'était vraiment vissé. Donc moi je suis vraiment très très surpris que quelqu'un perde une première fois, mais surtout une 2e fois un produit pas encore sorti dans un truc public. Moi j'ai quand même envie de dire sur ce sujet, où sont les faits? Quels sont les faits? C'est CNET qui nous pond un pseudo-scoop. Oui, un iPhone 5 aurait été perdu dans un bar. Un iPhone 5, on ne sait pas. Un prototype d'iPhone, ce qui n'est pas la même chose. Non mais je suis d'accord. Mais on a eu une photo du fichier du rapport de police qui se serait appelé iPhone5.doc, un truc comme ça. Exactement. Ça sent journaliste qui cherche le scoop, je suis d'accord avec Julien. C'est méchant ce que je dis, mais je le pense. C'est pas sympa pour un confrère, mais c'est un petit peu ce que j'ai pensé, parce que ça me paraît quand même invraisemblable. Donc, qu'il soit perdu une 2e fois, pourquoi pas, ça peut arriver, loi des séries, machin, ok. Mais que
personne ne retrouve le dispositif, enfin le device, ça vaut très cher, qu'il n'y ait pas de photo, Julien, un produit comme celui-là aujourd'hui. Pardon ? Ça vaut très cher un produit comme ça. Si demain tu tombes dessus, outre le fait, je ne sais plus combien de milliers, je crois que c'est $5 000. Hein, $5 000. Ce qu'avait payé l'année dernière Gizmodo pour avoir le photo de l'iPhone 4 et le diffuser, mais en termes d'audience pour eux, ça n'avait pas eu de prix. Imagine un Samsung, imagine un LG, imagine un HTC qui tombe là-dessus, ils peuvent le payer très cher. Bien sûr, mais je te rappelle que l'histoire se termine en disant qu'il a été vendu sur Craigslist à $200, non, c'est ça ? Il aurait été vendu $200. J'ai discuté avant le début de ça paraît incroyable. Ou alors, effectivement, c'est juste le hardware d'un iPhone 4S, 5, appelons-le comme on veut, dans le casing d'un iPhone 4. Et à ce moment-là, c'est indétectable. Alors, sinon, je comprends pas. Ce qui est amusant pour la petite histoire, j'ai discuté avec Cédric Ingrand qui est à San Francisco, là il est dans l'avion, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous ce soir, il rentre à Paris en ce moment, qui était donc à San Francisco, donc il s'est un petit peu renseigné, donc le bar est bien connu, bref passons, et il me disait que ce qui faisait un petit peu scandale là-bas, c'est pas tellement le fait que Apple ait perdu un iPhone une nouvelle fois, c'est la méthode pour les qu'aurait, tout ceci est conditionnel, qu'aurait utilisé Apple pour retrouver son téléphone, et notamment le témoignage de la personne qui l'aurait donc trouvé et qui leur aurait dit « moi je l'ai pas chez moi », qui aurait donc accueilli chez lui des policiers pour faire une perquisition, sauf que c'était pas des policiers mais des employés d'Apple, c'est ça ? Voilà, qui s'étaient fait passer pour des flics, c'est quand même une attitude les borderline, donc ça va loin dans les faits quand même, hein. C'est pour une histoire romancée. Voilà, c'est assez étonnant. Et puis, ça montre que c'est quand même un produit assez sensible. Alors, l'autre chose qui se raconte pas mal sur le web aujourd'hui, c'est que si personne s'est vraiment rendu compte que c'était un nouveau modèle d'iPhone, c'est peut-être que le nouvel iPhone ne va pas beaucoup évoluer par rapport à l'ancien modèle, ce que je doute personnellement. Fortement. Messieurs, on revient un instant sur les annonces de l'IFA. L'autre grande tendance de l'IFA, c'est la télévision connectée. Vous me voyez venir avec mes grands chevaux. Hein. La télé d'Apple, on y croit, on refait le Mac, notamment Cédric, mais il n'est pas là ce soir. Bref, on avait vraiment l'impression que non seulement tous les constructeurs continuaient à investir, bien sûr, dans la télé connectée et progressent en France. Hein. On a vu les chiffres JFK récemment, ça représente à peu près, au mois de juillet de cette année, 17% des ventes de télé en France. Donc, c'est pas rien la télé connectée. Encore faut-il savoir si les gens vraiment utilisent cette fonction, mais bon, passons. On sait que Samsung met les bouchées doubles pour vendre des applications. Ils ont annoncé en avoir vendu, je ne sais plus, plusieurs millions quand même, ce qui est pas mal. Il y a eu une annonce de 3 grands constructeurs que sont LG, Philips et Sharp. Comme quoi ils s'associaient pour faire un kit de développement et favoriser le portage de leur application sur leur télé et pas à chaque fois redévelopper leur télévision. Donc on sent bien qu'ils quadrillent le territoire, qu'ils sentent bien qu'Apple, en discutant en off avec eux, est vraiment susceptible d'arriver. Vous y croyez? Et surtout, quelle valeur ajoutée peut apporter Apple dans ce domaine, Monsieur X? Moi j'ai toujours un doute sur le concept. Je profite que Cédric soit pas là pour lâchement lui taper dessus. Hein. Quand il est là, tu es d'accord avec lui. Mais j'ai toujours attention doute. Parce que j'ai toujours un doute sur le concept. Je vais peut-être prendre la défense de Cédric. D'accord. J'ai toujours un doute sur le concept de la télé connectée. Je réexplique pourquoi. Les usages au sein d'une famille, dans une maison aujourd'hui, c'est plutôt de s'affranchir de la télé. La télé, c'est quoi? C'est un espace de vie entre un écran LCD maintenant qui est dans une pièce et un canapé ou des fauteuils dans lequel on est pour regarder ça. Voilà, c'est ça la télé et on consomme de manière assez passive. À côté de ça, il y a l'Internet, les smartphones, maintenant les tablettes dont on sait qu'il y a un vrai usage, les ordinateurs portables et les gens accèdent à Internet et les membres de la famille ont plutôt tendance à regarder leur série TV qu'ils ont téléchargée, leur accès à Internet, leur machin, chacun sur leur produit. Qui a un smartphone, qui a une tablette, qui a un ordinateur. Mais une famille très équipée qui revient spontanément se mettre en face d'un très très grand écran pour faire quoi? Browser Internet et aller voir une widget sur la météo de demain, j'y crois pas en termes d'usage. Pour moi, c'est dans le rétroviseur. Le seul truc que peut apporter peut-être encore une télé, c'est des choses qui sont spécifiques au cinéma ou au loisir. Peut-être la 3D, mais il n'y a pas besoin qu'elle soit connectée pour ça. La VOD, mais il y a déjà ça. Donc, moi, j'ai du mal à voir la valeur ajoutée d'une TV connectée, parce que justement, chacun s'est fait sa petite télé avec son smartphone, sa tablette et son ordinateur portable. Donc, petit mal en termes
en termes d'usage, donc je suis pas sûr vraiment que ça marche. Et quand tu me dis que Philips, pour conclure, a passé un accord, ça me fait penser à deux choses. Un, ils avaient annoncé que toute leur télé, il y a quelques années, marcherait avec Bonjour, la technologie de connexion à la maison d'Apple. On n'a jamais vu de produit Bonjour chez Philips. Et puis surtout, ils ont annoncé qu'ils arrêtaient leur téléviseur. Donc, ce que dit Philips, c'est pas beaucoup de profondeur en termes de, en termes de backup. Bien sûr. Voilà, donc moi, je suis plutôt parmi les gens qui doutent fortement. Ça sent pour moi la gimmick de renouvellement d'un marché, parce qu'il faut continuer à innover, et la 3D, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui y sont passés, donc logiquement on va mettre de l'internet là-dedans. Je ne vois pas bien l'usage. Pour me faire l'avocat du diable, à savoir Cédric qui n'est pas là ce soir, il y a quand même des domaines où on peut progresser en matière d'interface, notamment avec des écrans tactiles. Des télétactiles, ça peut faire sourire, mais ça y est, ça arrive. C'est le cas d'LG qui a sorti de mémoire la Pen TV, c'est ça, si je me souviens bien. Tu en as parlé sur ton site public. Tout à fait. C'est comment elle s'appelle, la Pentouch. La Pentouch PZ850 avec un nom tout à fait vendeur pour le grand public. Écran plasma de LG, 60 pouces, comme quoi le plasma ça existe encore. Et on voit qu'on peut utiliser le stylet, parce que ça fonctionne avec un stylet, c'est pas avec les doigts. Alors moi j'ai une super idée pour LG, c'est de faire un bundle avec le Galaxy Note, comme ça on aura le stylet du Galaxy Note pour s'en servir sur la télé. Bref, donc on peut dessiner, mais surtout on peut jouer. L'appli Angry Birds a eu un joli succès, ou l'appli de solitaire également sur le stand de LG. Alors bien sûr, c'est bon. C'est loin d'être la killer app qui va faire que les gens vont se jeter dessus, mais on sent bien qu'il y a quelque chose, il y a en matière d'interactivité, il y a quelque chose à faire. Rodrigo, tu la vois où, toi, la valeur ajoutée d'Apple dans ce domaine? On sait qu'en tout cas, Apple a une force de vente aujourd'hui qu'il n'avait pas avant avec les Apple Store notamment. Moi, je vais me ranger du camp de Cédric, et je vais faire un pied de nez à Monsieur X. Moi, je la vois totalement, la valeur ajoutée d'Apple. Alors, clairement pas dans le design. À n'importe quel salon électronique aujourd'hui, CES, IFA, machin, depuis quelques années, on voit des écrans ultra plats, très jolis, très beaux. Mettre une pomme dessus, ça change rien, aucun intérêt. Mais bon, si, payer 1000 € de plus. En revanche... les margés à 45%. En revanche, moi j'ai à peu près toutes les boîtes possibles, imaginables françaises qu'on peut connecter sur ma télé. J'ai pas assez de prise HDMI d'ailleurs. J'ai une Apple TV 1 hackée, XBMC dessus, j'ai une Apple 2, j'ai une Xbox, j'ai une PS3, j'ai une Wii, j'ai une Freebox, j'ai une Newsbox. Avant mon bureau, j'avais également les interfaces d'Orange, les interfaces de SFR. C'est assez laid ce que l'on a aujourd'hui. En revanche, la télé connectée, ça apporte un confort d'utilisation extraordinaire. Du coup, ma télé, c'est plus juste une télé, ça devient une radio quand je branche une radio dessus, ça devient un cadre animé quand je branche mes photos qui viennent directement depuis Flickr, mais ça peut également devenir une interface pour console de jeu. Et la valeur d'ajoutée d'Apple, c'est d'apporter tous les développeurs qui ont fait déjà 300 000 applis, sinon plus, sur iOS, qui sera probablement l'OS qui fera tourner ces télés connectées. Et donc il y a plein, des dizaines de milliers de développeurs qui ont appris à développer sur un framework standardisé, sur une UI standardisée, et qui pourront porter une partie de leurs applications sur la télé. Et j'irai au-delà, pour les plus nantis d'entre nous, on pourrait utiliser les appareils connectés d'Apple pour piloter cette télé, donc un iPad, un iPod Touch ou un iPhone. Ouais, ce serait peut-être là la valeur ajoutée en termes d'interface comme télécommande. Non, mais il leur faudrait une télécommande par défaut, parce que j'imagine pas la mégère de moins de 50 ans aller chez Darty, sortir avec sa télé Apple et payer 800 € pour la télécommande sur un iPad 3. Comme l'Apple TV aujourd'hui qui fonctionne avec une télécommande livrée et également avec l'iPad ou l'iPhone, c'est ça? Voilà, donc il y aura une petite télécommande, mais clairement, on va revenir un petit peu en arrière. Se sonner il y a 10 ans pour se connecter à Internet, c'était 30 secondes. Il fallait lancer un modem et on était enfin connecté à 14K. 14,4. 30 secondes, c'était rapide, dis donc. Le deuxième essor d'Internet, ça a été la DSL, c'est-à-dire qu'on était connecté en permanence. Au lieu de se dire, ah non, je ne vais pas les regarder sur Internet pour chercher mon téléphone, par exemple, ou ce qu'il y a ce soir sur Télérama, ou ce que je vais faire à manger sur Marmiton, on se disait, maintenant on se dit, si j'y vais, je tape. Demain, on pourra le faire également sur sa télé, et je pense que c'est ça la valeur ajoutée d'Apple. C'est l'écosystème de développeurs qui vont pouvoir apporter avec eux.
Julien, aujourd'hui, Apple est présent sur les principaux écrans de la maison, hein, sur le téléphone, sur l'iPod, sur l'ordinateur, bien sûr, sur l'iPad aujourd'hui, et pas sur l'écran principal qui est la télé, encore aujourd'hui. Alors, certains disent peut-être que la télé va disparaître dans quelques années, mais on est loin de ça aujourd'hui. Ce serait logique, Julien, qu'Apple arrive sur le principal écran de la maison, à savoir le salon et la télé. Alors on peut débattre effectivement de savoir si aujourd'hui la télé du salon est encore le principal écran. Ça c'est une vraie question et ça il y a débat. Et ça je suis d'accord. Par contre, je suis aussi intimement persuadé que ça a du sens pour Apple de faire un téléviseur qui d'ailleurs à mon sens n'aura pas grand chose d'un téléviseur, c'est plutôt un écran connecté. Enfin moi je le vois comme tel. Je suis pas sûr qu'il y aura un tuner dedans ou des choses comme ça. Je suis par contre assez certain qu'il y aurait une prise RJ45 pour effectivement offrir deux choses. Ce que Rodrigo a indiqué, l'écosystème iOS, toutes ces applications iOS que tu retrouves sur ta télé, c'est juste un argument mortel et Samsung pourra se rhabiller avec ses Samsung Apps, c'est clair. Le deuxième point, c'est l'accès à iTunes. Et je suis surpris de ne pas en avoir entendu parler. C'est qu'avec iTunes, effectivement, Apple peut offrir un téléviseur sur lequel on a envie, où il y a du choix, que ce soit pour louer des séries, que ce soit pour acheter des films, que ce soit pour acheter de la musique. Et il y a ces deux leviers qui font que aujourd'hui, pour moi, un téléviseur Apple a du sens avec effectivement l'interaction avec les iDevices, et il est évident que si on commence à regarder, je ne sais pas, le 1945 sur son téléviseur, on peut continuer à le regarder sur son iPad, voire à continuer à le regarder sur son iPhone. C'est un scénario qui a du sens. C'est ça, pour ceux qui ne suivent pas. Hein. Mais bon, il est corporate. Voilà, c'est un product placement assez subtil. Cela étant, M6 aussi expliquant cela. Mais vas-y, continue. Voilà, exactement. Mais moi, je suis persuadé qu'un téléviseur Apple a du sens et je serais surpris qu'ils le fassent pas. Alors oui, ça pose pour eux plein de challenges, y compris à commencer par un challenge purement logistique, parce que je suis pas sûr qu'on stocke des téléviseurs dans un Apple Store comme on stocke des iPods. Ça c'est un premier problème. Mais je suis persuadé qu'ils y viendront. Il y a des moniteurs aujourd'hui déjà. Hein. Ouais, enfin, oui, bien sûr. En tout cas, pour lever un peu, enfin, pour me faire cette fois-ci l'avocat de ceux qui pensent que ça n'arrivera pas, c'est vrai qu'il y a un an est arrivé la nouvelle Apple TV avec iOS dedans, qu'on attendait logiquement très rapidement voir arriver un App Store avec des applications, etc. Et pour l'instant, ça n'a pas bougé. On n'a pas vu arriver d'applications dans ce domaine. Alors, on aura peut-être une réponse très vite dans les prochaines semaines, hein, puisque ça fait presque un an jour pour jour qu'il a été annoncé. Ce sera peut-être une indication quant au futur d'Apple dans ce domaine. Messieurs, on met fin au débat. Je vous propose de passer aux questions Twitter de nos internautes favoris. Alors, première question, elle est Dunkly84. Les Android devenant obèses, l'iPhone 5 ne doit-il pas garder son écran 3,5 pouces pour préserver une cohérence interface-utilisation? Qui veut prendre la parole? Je crois que Apple a toujours été très 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 attentif à ses clients. Et une partie de ses clients, il ne faut pas l'oublier, c'est les développeurs. Et l'un des succès d'Apple et son Apple Store et de iOS et de toutes les applis, c'est que toutes les applis sont compatibles. Faire une nouvelle taille d'écran, ça veut dire refaire des applications. Ou alors, ça fait tourner une application iPhone en minuscule rikiki sur l'iPad et ça n'a aucun intérêt. Passer de 3,5 à 4 pouces, ça nécessite vraiment de redévelopper une appli? Oui, il faut redévelopper l'interface, parce que sinon tu étires, la typo est pas bien, les icônes sont pas bien, le positionnement est pas bien. Puis du coup, quel intérêt pour avoir un écran meilleur avec des applications moins bien? Donc je crois pas. Julien, Monsieur X? Moi je pense que si l'écran va pousser un petit peu. Voilà, légèrement, un demi-pouce, un truc comme ça. Moi, sur mon iPhone, hein, voilà, un pouce ou un demi-pouce de plus, je le prends. Une fois de plus, ça rentre dans les poches standards de mes pantalons et de mes vestes. Hein, donc, ça me va bien. Voilà, Rodrigo a raison. Si on veut conserver des belles applis, il faudra les redévelopper. Mais c'est plus de la recompilation que du redéveloppement. Et puis, de toute façon, Apple, entre guillemets, s'en fiche. C'est un coût de développement pour les développeurs, mais absolument pas pour Apple. Et les développeurs ont tout intérêt à le faire. Donc, Rodrigo a raison, il faut redévelopper, mais c'est pas un frein pour Apple, puisque
Le problème, il est chez le développeur. Donc moi, je pense qu'il va y avoir un écran un petit peu plus grand. Voilà, là où est très très précautionneux Apple, c'est de faire que le produit soit pas dans ses tailles, à mon avis, un peu hybride comme on les voit chez Samsung, c'est notre point de départ, où certes il y a peut-être un usage, mais j'arrive pas à le mettre dans ma poche, donc je l'achète mais je l'utilise pas, et donc je le recommande pas, il n'y a pas d'effet d'entraînement. Voilà, donc ça va grossir, mais un petit peu c'est tout. C'est vrai, Julien, que lorsque on utilise un Galaxy S, notamment un S2 avec l'écran de 4,3 pouces, c'est ça de mémoire, c'est difficile de revenir en arrière. J'ai plus la diagonale en tête, mais effectivement, hein, c'est très agréable à utiliser. Après, est-ce qu'Apple va... là, je pas de... je sais pas quoi dire. Est-ce qu'ils vont on sent bien avoir un écran plus grand, plus petit, en termes de confort, ça offre quelque chose en plus. C'est que c'est dans le sens de l'histoire, hein, de grandir l'écran, du moins sur un smartphone premium. De là à faire exactement la même taille que le Galaxy S2, je ne sais pas, mais un peu plus grand. Ça ne mange pas de pain. Moi, je serais pas surpris qu'ils aient un écran plus grand. Après, je spéculerai pas plus. Voilà. Et effectivement, un peu plus, une diagonale un peu plus généreuse, ça offrira plus de confort à l'utilisation. C'est clair, même si effectivement, faudra revoir quelques interfaces pour s'accommoder des pixels en plus. Bon, ok. Et quelque chose qu'avait dit Cédric me paraît assez juste, c'est qu'on peut très bien, par rapport à un iPhone normal, là, avoir le même facteur de forme au niveau du produit, donc pas de problème avec mes poches, mais avoir dans le même facteur de forme de produit un écran plus grand. Oui, c'était moi. Ou c'était toi, Olivier, excuse-moi. Et ça, c'est un peu le meilleur des deux mondes. J'ai pas un produit plus grand, plus lourd, et j'ai pas forcément une batterie. Le noir autour de l'écran, ouais. Absolument. Et en réutilisant ça, et le bouton Home et un certain nombre de choses comme la caméra peuvent être repoussées sur les bords. C'est peut-être là qu'Apple va optimiser le truc. Alors, question suivante, question de Flamby Premier. La technologie NFC, la technologie sans contact, sur le prochain iPhone est envisageable. Et quelle autre technologie pourrait révolutionner la téléphonie mobile? Waouh, vaste question. Ouais, alors moi je suis 100% sûr que le NFC va arriver. Alors peut-être pas dans l'iPhone 5, j'espère bien, mais dans l'iPhone 6. Le NFC, c'est ce qui permet de faire communiquer sans fil le téléphone avec un support. On le connaît à Paris et dans les Navigo, par exemple. Les passes Navigo, les RATP, oui. Ouais, mais on le connaît depuis presque 10 ans maintenant au Japon, pour payer tout et n'importe quoi, payer sa canette de coca dans un distributeur. À l'université d'été du MEDEF, l'autre jour, la semaine dernière, Valeo, qui est un équipementier automobile, présentait une appli sur un HTC qui permet de débloquer la porte avec son téléphone. Donc absolument, ça va arriver. Et il y a démarrer sa voiture, on peut imaginer plein d'applications. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec, et c'est vraiment intéressant, pas que dans les paiements. Et c'est vraiment intéressant. L'autre techno qui pourrait arriver, c'est les microprojecteurs. C'est en test depuis au moins 10 ans. Microprojecteurs, c'est ça? Microprojecteurs. Pico, même. On parle de Pico. Ouais. Voilà, et donc on va pouvoir projeter l'écran sur un mur, sur la taille d'une feuille A4. Ça permet de s'en servir pour plein d'autres applications encore. Voir un film entre amis, ou alors une présentation par ailleurs, ou ce qu'on veut, quoi. Question suivante de Vincent Cadran. Alors, oui, tablettactile.net fait de la pub de votre podcast. Pardon, faites la nôtre. Voilà, c'est fait. Autre question de Vincent Cadran, ce sera la dernière. Quand on parle de la perte, entre guillemets, de l'iPhone 5, ne pensez-vous pas que c'est un coup monté d'Apple pour faire parler dans les chaumières? On n'en a pas parlé tout à l'heure, messieurs, votre avis. Monsieur X notamment, est-ce qu'Apple a besoin de ça? Non, pas de coup monté. Enfin, je peux jamais être sûr, évidemment, mais... Ouais. De la manière dont je connais cette entreprise, un coup monté d'Apple qui va aller perdre un produit exprès à l'extérieur, non. Apple est plus simple et moins tordu que ça. Dans sa sécurité interne, les seuls gens qui le fliquent, entre guillemets, ce sont leurs employés. Donc, s'ils perdent un produit... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est vraiment une catastrophe pour eux. J'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, j'ai vu des trucs un peu smart chez Apple en termes de sécurité produit. Et puis quand ils veulent passer un message, ils n'ont pas besoin de perdre un produit. Ils ont les journalistes pour ça. Et ils ont les journalistes pendant les journées de lancement qui accourent à leur keynote. Et puis s'ils ont vraiment besoin d'un feedback du grand public, ils ont encore les journalistes ou certains de sélectionnés. On peut parler de Walt Mossberg qui reçoit les produits avant.
Voilà, et qui donnera son feedback. Mais il y en a que 2 ou 3 comme ça. Les avis sont assez positifs. Hein, oui, il se fâche pas souvent. C'est bizarre. Et puis, quelque chose. Je crois qu'il a écrit des choses presque désagréables sur l'Apple TV. Oh bah oui, faut bien. Et puis il y a quelque chose qu'a dit Rodrigo qui est très vrai, qui est les produits Apple. Les produits Apple quand ils sortent sont déjà ultra testés. Ils ont une communauté de développeurs avec des accords de confidentialité et de testeurs par milliers, qui vont avoir accès aux nouveaux logiciels et aux nouveaux produits pour les tester. Donc ils ont, pas besoin de perdre un produit pour le tester, et 2, ils n'ont pas besoin de faire le buzz. Des gens comme nous, avec ou sans actualité, nous nous en chargeons. Donc non, Apple l'a pas fait exprès. La théorie du complot à la vie dure. Oui, la théorie du complot à la vie dure. Messieurs, je vous propose qu'on passe à vos coups de cœur. Alors messieurs, vos coups de cœur, on va commencer par Rodrigo. Alors Rodrigo, il y a très longtemps, dans une vie antérieure, utilisait des PC. Et ça fait bien 6 ou 7 ans, mais j'étais déjà il y a 15 ans, j'étais déjà il y a 20 ans, et revenu au Mac. Mais parfois, je suis obligé d'utiliser une application PC pour X ou Y raison. Et pour ça, il y a 3 solutions. Il y a un truc fourni par Apple qui s'appelle Bootcamp. Et il y a des émulateurs de machines virtuelles. Alors, il y en a plusieurs sur le marché, il y en a un gratuit, il y en a un commercial, et moi je vais vous parler de celui que j'aime bien, que j'utilise, que j'ai acheté en version 4, en version 5, en version 6, et la version 7 est sortie cette semaine. Ça s'appelle Parallels, et Parallels vous permet de faire tourner Windows, mais aussi Linux, Chrome OS, voire Lion dans Lion. Trop cool, et en plus ça va plus vite, et c'est pas très cher, c'est moins de $100. Donc vachement bien. Donc pour faire tourner vos applis, en plus en émulation, vous avez une fenêtre comme ci, comme ça. C'est très bien, Parallels, j'aime beaucoup, mais je m'en sers peu, je vous le dis, je suis très bien sur OS X. J'espère bien. Deuxième coup de cœur, en revanche, ça c'est beaucoup plus sympa, c'est pour les geeks parmi vous, une appli qui existe depuis très longtemps, qui a existé pour tous les systèmes d'exploitation, s'appelle Onyx, O-N-Y-X, et Onyx permet de tweaker, comme on dit, les paramètres cachés de votre système. Donc par exemple, si vous voulez mettre un message d'accueil sur votre Mac quand vous vous loguez, moi je trouve ça extrêmement utile parce que j'ai différentes versions qui tournent sur différents disques durs et quand je me boot sur l'un ou sur l'autre, je ne sais pas au départ, je mets un petit message d'accueil. Vos screenshots, quand vous faites une copie écran, ça va sur le desktop d'habitude. Mais là, vous pouvez spécifier où est-ce que vous voulez le mettre, dans un répertoire particulier par exemple. Il y a plein de petites options comme ça. Par exemple, afficher le répertoire complet de votre dossier. C'est la fiche de la barre de titre. Donc vous êtes /volume, /data, /machin, /, ça c'est la fiche. Et donc c'est beaucoup plus pratique. Et moi je m'en sers beaucoup de cette appli indispensable, Onyx. Et c'est français. On peut télécharger sur Clubic. Qu'on peut télécharger sur Clubic. Ou sur le site du développeur. Tous ensemble. Julien, puisque tu as pris la parole, quel est ton coup de cœur ce soir ? Alors, pour ne pas changer, une tradition que j'ai initiée avec notre précédent numéro, ma précédente participation. Voilà, et donc je suis désolé, ça va encore tomber sur Microsoft, mais qui aime bien châtie bien. Donc cette fois, je ne vous parlerai pas de Windows Phone, mais de la Microsoft Touch Mouse, une souris tactile. Ça me rappelle quelque chose. Julien, donc vous avez effectivement l'original. Voilà. Qu'on voit. Et ici, nous avons la copie. Alors est-ce qu'elle marche mieux que l'original ? Parce que l'original, il y a beaucoup à dire. Non, c'est aussi consternant dans les deux cas. Et j'aimerais qu'on m'explique, que quelqu'un de chez Apple ou de chez Microsoft m'explique quel est l'intérêt d'avoir une souris tactile. Parce que à l'utilisation, il n'y a aucun avantage, si ce n'est de faire systématiquement des faux gestes tactiles qui entraînent des actions à l'écran qui ne sont pas désirées. Je suis d'accord. Je suis à peu près certain que Microsoft c'est un projet qui leur tenait à cœur. Ils ont mis des années à la développer. Ils l'ont présenté sous forme de prototype à la presse. J'exagère un peu. Non, je t'assure. C'est pas une blague. Attends, ils ont pris le manuel il y a 15 jours par Apple Store. Effectivement, il y a le 3. Start your Xerox machines. Il y a 3 ans. Se réveille, la digestion est terminée. Il y a 3 ans, Microsoft présentait à la presse à Seattle des concepts de cette souris, donc sous NDA, embargo, etc. Donc il aura fallu un certain temps pour la mettre sur le marché. Mais au final, il faudrait dire à Microsoft que les focus group, ça ne marche pas. Il faut arrêter les focus group. Et puis surtout, ce produit vient d'un focus group, c'est une erreur, il faut arrêter parce que malheureusement ça aurait pu être une très bonne souris, mais à l'usage c'est
c'est pas pratique. Ouais. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Bien, merci Julien, ça va faire plaisir à tes amis de Microsoft. Ton coup de gueule, Monsieur X, ce soir. Alors, mon coup de cœur, bon, bah, moi, comme je disais, je suis à peine atterri, donc c'est encore le ski nautique et me coucher tôt. Mais passer ça, tous les utilisateurs d'iWeb comme moi, parce qu'ils ne savent pas faire autre chose, on le sait, vont avoir un problème dans les 12 mois qui viennent. Ils vont avoir, ou même les semaines qui viennent, ils vont avoir à se poser la question d'abandonner iWeb, puisque on parle d'un abandon, si ce n'est d'iWeb, en tous les cas, de l'hébergement intégré d'Apple, MobileMe, qui rendait le truc... C'est l'outil de construction de site web, il faut rappeler pour ceux qui ont... Qui rendait le truc simple et aisé pour des gens comme moi. Donc, on est plusieurs à se dire quelle va être l'alternative. On lorgne tous vers... une solution qui est assez populaire, qui est WordPress, qui a un service pour faire son blog au départ, mais on peut faire des sites internet assez évolués. Et il y a une société américaine qui s'appelle Rage Software, donc RAGESW.com, qui est assez connue parce qu'elle fait des petits logiciels qui accompagnent iWeb et vous permettent de faire référencer votre site correctement sur les moteurs de recherche comme Google ou Bing, qui vient de sortir un produit qui s'appelle tout simplement iWeb to WordPress. Donc c'est un petit logiciel, ça vaut $40. Vous prenez votre dossier iWeb et en glisser-déposer, vous le mettez sur cette appli et il la transforme en site internet compatible WordPress. Super. Et il peut même le publier sur WordPress si vous avez déjà ouvert un compte. Alors ça paraît magique, j'espère que ça va marcher aussi bien que la vidéo YouTube qui est présente sur leur site internet, mais c'est un premier ouf de soulagement. Va y avoir des solutions pour les gens qui utilisent iWeb comme moi. 2, ça peut peut-être faire réfléchir Cupertino et leur faire machine arrière, parce que nous, on a 50 boulots derrière avec iWeb, et ça nous fait un peu mal au cœur. Voilà. Il ne faut pas dire autre chose. Merci Monsieur X. En ce qui me concerne, c'est pas un, mais 2 coups de cœur que j'ai ce soir. Le premier, c'est une personne qui travaille avec nous et qui ne démérite pas depuis quelques mois. C'est notre monteur François Bontemps qui en dehors de Refait le Mac, fait de l'art et fait notamment des courts-métrages. Ça s'appelle Vers sur mer. C'est un drame psychologique. On est très fiers parce qu'il a été retenu au festival Off-Court. Donc si vous voulez le voir, c'est samedi prochain, 10 septembre à 13h. À Off-Court, tu connais bien Monsieur X. À Trouville, en Normandie. Oui, c'est à Trouville en Normandie. Voilà, et vous voyez qu'on peut faire de très jolies choses, pas seulement avec des Macs, mais aussi il faut avoir du talent aussi. L'informatique, la technologie, ça permet de faire des choses étonnantes, mais le talent, ça aide aussi. Bravo François, on est très fiers. L'autre coup de cœur, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça, à votre avis? Je crois savoir. Tu dockes ton iPad ou ton iPhone dedans et ça devient une machine d'arcade. C'est à peu près ça. Voilà, c'est pas un distributeur de Malabar. J'aurais bien voulu parce que non, c'est pas c'est l'heure de l'apéro. Pour une fois, on n'enregistre pas à minuit. Alors oui, effectivement, on met le dock dedans, on met l'iPad dedans, ça ne le charge pas, il faut le préciser. Il n'y a pas de prise dock, ça évite de payer la licence à Apple, c'est toujours ça de gagner. Et puis on allume son iPad, on le synchronise en Bluetooth avec la manette qui est là, on télécharge une application qui est l'application ici Atari, et là au miracle vous jouez à tous les petits jeux d'arcade des années 80 Atari. D'un autre côté c'est Yon qui fait ça s'appelle Likehead, ça coûte 99 €. L'idée est excellente parce qu'on retrouve le plaisir des jeux de café pour ceux qui ont notre âge, qui ont connu ça. Est-ce qu'il faut une version pour gaucher? Non, il ne faut pas une version pour gaucher. Mais dans les cafés, il n'y avait pas beaucoup de versions pour gaucher. Il y avait souvent les touches à gauche, mais bon. C'est important parce que mon fils est gaucher, donc c'est important. Oui. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est si vous arrivez à jailbreaker votre iPad, vous pouvez installer une application type iMem, qui est une solution, un émulateur de jeux vidéo de salle de café. Et bien sûr, il fallait trouver les ROM, mais ça, on ne vous en parle pas. Et là, vous retrouvez vraiment tous vos jeux de l'époque et en couleur, sans forcément avoir uniquement des jeux Atari. Et c'est vraiment très plaisant. On aimerait qu'à l'avenir, les jeux en général soient gérés. Gère le joystick apparemment. Yon a prévu un petit SDK pour les développeurs, on va voir ça. Donc ça s'appelle Likehead, ça coûte 99 €. Voilà, je m'en fous, moi c'est Mario que je veux sur l'iPad.
Tu l'auras, il y a le Kong qui va arriver, tu vas voir. Merci messieurs d'avoir participé à ce 71e de mémoire épisode d'On refait le Mac. On est content d'y arriver au bout parce que c'est quand même la 3e fois qu'on l'enregistre celui-là avec on a eu beaucoup de mal entre les connexions internet à l'IFA. Entre les connexions internet à l'IFA qui fonctionnent pas. Non, 3e. Ah non, hier soir, rendez-vous manqué, 4e. Oui, rendez-vous manqué, mais on n'a pas enregistré hier soir. Vous savez tout sur les coulisses de Refait le Mac. Et puis, bon, finalement, il a fallu acheter une nouvelle machine, mais elle marche bien, je touche du bois. Voilà, vous retrouvez Rodrigo dès la semaine prochaine dans On refait le Mac. Julien, j'ai le rédacteur en chef de Clubic, tous les jours sur le site high-tech du groupe M6 et Monsieur X chaque semaine dans sa cuisine. Mais là, il était dans son bureau. Et sur Twitter, je suis là et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs. Voilà, merci de vos fidélités, messieurs, dames, et à la semaine prochaine. Au revoir.